Bonjour à tous, aujourd'hui un cours sur la notion de culture. Ce cours s'adresse évidemment à toutes les terminales et aussi aux premières pour les représentations du monde. Bien, quand dans une dissertation vous avez le mot culture, ce mot culture doit être dans un premier temps opposé à la notion de nature. Première grande distinction à faire. La culture, c'est ce qui s'oppose à la nature. Dans l'univers, c'est quoi ce qui est naturel? C'est ce qui n'a pas été produit, transformé par le travail humain. Par exemple, le ciel est naturel, une fleur, un arbre. Voilà, ce qui n'est pas le fruit de travail humain, quoique vous de le devinez déjà, ça va être un peu plus compliqué. Tandis que la culture, c'est l'ensemble, dans l'univers, c'est l'ensemble des manifestations de la pensée et de l'action humaine. Par exemple, une voiture, c'est de l'ordre de la culture, une maison, un livre, tout ça, ce sont des manifestations de la pensée et de l'action humaine. Donc, la nature, c'est ce qui n'est pas transformé par le travail humain, par la pensée et l'action humaine. La culture, c'est ce qui est le résultat d'une transformation du travail humain. Sauf que vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, comme l'homme a transformé la planète entière, hein, et même plus que la planète, autour de nous, il n'y a plus grand-chose de vraiment naturel. Un arbre, je disais que c'est naturel, mais la plupart des arbres que nous voyons, ce sont des arbres qui ont été plantés par l'homme. Même le ciel est transformé, il y a des satellites, etc. Presque tout dans ce qu'on appelle la nature a été transformé par l'homme. Bien. Donc déjà dans l'univers, en gros on simplifie. Ce qui est de l'ordre de la nature, c'est ce qui n'est pas le fruit d'une transformation humaine. Ce qui est de l'ordre de la culture, c'est ce qui est le fruit d'une transformation humaine. Avec cette idée, premièrement, qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose de vraiment naturel, puisque l'homme a transformé son environnement. On peut dire que l'homme a transformé la planète entière, hein. Euh, et d'autre part, ce qui est culturel, au départ était naturel, hein, puisque la culture, c'est ce qui a été transformé par l'homme, mais au départ, il y avait bien quelque chose de naturel. Maintenant, dans l'homme, qu'est-ce qui, en moi, en chacun de vous, est naturel? Ce qui est naturel dans l'homme, c'est ce qui est donné à la naissance, c'est l'inné. Alors attention, l'inné, c'est donné à la naissance, mais peut-être que ça va mettre plusieurs années à se manifester. Par exemple, pour un homme, c'est inné, c'est naturel d'avoir la barbe qui pousse, mais ça poussera que vers l'âge de 15-16 ans. Donc ce qui est naturel en nous, c'est ce qui est donné à la naissance, c'est inné, c'est ce qui se transmet par l'hérédité, hein, c'est-à-dire par les gènes. Voilà. Par exemple, en moi, ce qui est inné, c'est par exemple la couleur de mes yeux, hein, ça s'est transmis par mes gènes. Voilà. Tandis que ce qui est culturel en nous, c'est l'acquis, c'est-à-dire ce que l'homme acquiert tout au long de son éducation. Et on va voir qu'en l'homme, eh bien, ce qui est culturel, c'est quasiment tout. Énormément de choses. Évidemment, ma manière de parler est culturelle, puisque si je parle français, c'est qu'on m'a appris à parler français. Ma manière de me tenir, de marcher est culturelle. On ne marche pas de la même manière dans différentes sociétés. La posture est culturelle. La voix, évidemment, est culturelle. Le timbre de ma voix, on n'a pas le même timbre de voix, par exemple, au sud de la France et au nord de la France, hein. C'est pas seulement l'accent qui change. Qu'est-ce qui est culturel? Eh bien, plein de choses. Le culturel, c'est ce qui se transmet par l'héritage et non pas l'hérédité. L'éducation, le langage, on l'a vu, ou plus précisément la langue, les mœurs, la manière de se conduire, la politesse, les normes, la manière de manger. En Chine, on mange avec des baguettes, en France, on mange avec des fourchettes, en Afrique, souvent on mange avec les doigts, etc. Les manières de vivre se transmettent par éducation. Les normes, hein, ce qui est considéré comme bien, comme pas bien, etc. Les techniques. L'homme est un être de technique et les techniques, évidemment, se transmettent d'une génération à l'autre, hein, par l'éducation, ce qui permet justement le progrès technique, hein.
les arts, les connaissances, les religions, les institutions politiques. Et donc l'homme est un être de culture. Je répète donc que ce qui est culturel est de surcroît naturel, puisqu'à la base, il y a quelque chose de naturel. Par exemple, pour manger, c'est naturel de manger. Mais là, ce qui est naturel a été transformé et donc va donner lieu à différentes manières de faire culturellement acquises, hein. Manger soit avec des baguettes, soit avec les doigts, soit avec une fourchette, etc. Ce qui est à noter, c'est que quand on demande à quelqu'un quel est le propre de l'homme, eh bien, quel est le propre de l'homme, on dit souvent, c'est la station debout, c'est le langage, c'est le fait que l'homme parle, c'est la raison, c'est la liberté. Et il est à noter que tout ce qui est considéré comme étant le propre de l'homme n'est pas naturel, mais est culturel, c'est-à-dire est le résultat d'une éducation. Un homme qui n'aurait eu aucune éducation humaine ne marcherait pas debout, hein. Voir le petit Victor de l'Aveyron, hein, l'enfant sauvage, allez voir le film L'enfant sauvage, Malson, hein. Un petit enfant qui n'a pas d'éducation, c'est un petit enfant qu'on a retrouvé, il devait avoir 12 ans, on ne sait pas comment il est resté vivant. Ben, ce petit Victor ne se tenait pas debout, il se tenait à quatre pattes, voilà. Donc la station debout est culturelle. Et évidemment, le langage est culturel. Le petit Victor grognait, évidemment, on ne lui avait pas appris à parler. Comme on ne lui avait pas appris à parler, il n'a pas pu développer ses capacités rationnelles, cognitives. Donc la raison aussi suppose une éducation, la liberté aussi, puisque pour être libre, il faut être capable de faire des choix. Être capable de faire des choix, il faut être capable de penser. Pour être capable de penser, il faut avoir une langue. Donc tout ce qui est considéré comme étant le propre de l'homme, la station debout, le fait de parler, le fait de raisonner, tout cela suppose une éducation. Donc, paradoxalement, on pourrait dire que la nature de l'homme, la nature dans le sens où ce qui définit l'homme, c'est que l'homme est un être de culture. Le propre de l'homme, euh, les qualités propres à l'homme, ce sont des qualités qui ne s'acquièrent qu'avec une éducation. Ce ne sont pas des qualités innées. Certes, elles ont une base innée, hein. L'homme est capable d'apprendre une langue, mais sans éducation, il ne parlera pas. Voilà. Alors, si vous avez un sujet, par exemple, très rapidement sur la nature, la culture dénature-t-elle l'homme, on peut dire que, d'une part, oui, on peut dire que la culture, et donc l'éducation, dénature l'homme puisqu'elle le transforme. Elle lui fait perdre ces manières de faire qu'il aurait eues sans culture et elle lui fait acquérir des manières d'être, des normes, des mœurs, etc., qui le transforment. Donc oui, la culture, par définition, transforme l'homme et donc elle va le dénaturer. Mais d'un autre côté, ce n'est que par la culture que l'homme va devenir véritablement humain. C'est-à-dire que pour être véritablement humain, euh, il y a un travail d'humanisation qui doit se faire par la culture. Donc on pourrait dire que sans culture, il n'y aurait pas d'homme. L'homme, le fait d'être vraiment humain, c'est pas quelque chose qui consiste simplement dans la simple appartenance naturelle à l'espèce humaine. Le propre de l'humain, c'est que l'humain devient humain par la culture. Donc la culture, c'est ce qui se transmet par héritage. Par exemple, pour les biens culturels, se transmettent par héritage. J'hérite une maison, j'hérite des monuments, on hérite des livres qui ont été écrits par les générations antérieures et l'éducation, hein, pour nos comportements culturels, en nous éduquant, eh bien, on nous transmet des normes, des mœurs, une langue, on nous transmet des techniques qui se sont améliorées d'une génération à l'autre. On nous transmet la connaissance des arts et les arts évoluent d'une génération à l'autre en s'appuyant sur la génération d'avant. Les connaissances, évidemment, pareil que pour les techniques, s'il y a un progrès des connaissances, c'est qu'il y a cette transmission d'une génération à l'autre, les religions qui s'appuient beaucoup sur la transmission et évidemment les institutions politiques.
Alors un petit mot. Une abeille est un être naturel, c'est-à-dire que tout ce qu'il lui faut pour être abeille est inscrit dans ses gènes. Elle n'a pas besoin d'avoir une éducation pour être pleinement abeille. Tandis que moi, ce qui fait de moi un être humain est transmis par l'éducation. Et ça va changer beaucoup de choses. Une abeille qui naît au XXIe siècle n'est pas fondamentalement différente d'une abeille qui naît au XIVe siècle. Il y a eu une très lente évolution phylogénétique, mais bon, c'est à peu près la même chose. Pour les animaux naturels, eh bien, chaque génération recommence au départ. Tandis que pour l'homme, eh ben, c'est pas du tout la même chose que de naître au IIe siècle après Jésus-Christ ou au XXIe siècle. Parce que moi, quand je suis née, même si je suis très vieille, quand je suis née, il y avait déjà le téléphone, il y avait déjà des routes, il y avait déjà la télévision, c'était le tout début. Il y avait déjà des tas de techniques dont j'ai pu bénéficier. Chaque génération bénéficie, pour le meilleur, mais quelquefois aussi pour le pire, de toutes les avancées, de tous les acquis des générations antérieures. Chaque génération se transmet ce qui a été acquis. Ainsi, la culture fait que l'homme est un être de progrès. Il y a un progrès, en tout cas une évolution, de génération à l'autre, puisque chaque génération transmet les acquis, ou une partie de ses acquis, à les générations d'après. Ce qui a amené Pascal à écrire une citation dans la préface au traité du vide, une citation qui peut être très intéressante. Cette citation, c'est « Nous sommes comme des nains sur les épaules de géants ». Nous sommes comme des nains sur les épaules de géants. Un nain, c'est tout petit, petit, petit. Mais s'il se hisse sur les épaules d'un géant, ben c'est comme s'il était très grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, notre génération, chaque génération, eh bien, si elle devait tout recommencer depuis le début, recommencer à inventer le feu, la roue, etc., on recommencerait tout à chaque génération depuis le début et il y aurait tout à refaire. Tandis que, parce que nous sommes des êtres de culture, parce que chaque génération transmet à la génération suivante les acquis, eh bien, chaque génération bénéficie des avancées, et notamment des avancées techniques et scientifiques, des générations suivantes. Chaque génération est comme un nain sur les épaules de géants, et c'est qui les géants? Eh bien, ce sont toutes les générations qui se sont succédées avant nous. Voilà, nous sommes comme des nains sur les épaules de géants. Grosse différence donc entre les êtres naturels qui à chaque génération recommencent au début, simplement ce qui leur est transmis, c'est simplement leur capital héréditaire dans leur gène, tandis que nous, d'une génération à l'autre, il y a des choses qui se transmettent. Ainsi la culture, c'est deux choses. C'est à la fois la transmission de traditions. Les traditions se transmettent d'une génération à l'autre. Mais il y a aussi progrès. Enfin, progrès, ça suppose que ça va vers le meilleur. Or, ça ne va pas forcément toujours vers le meilleur. Mais chaque génération va transmettre à la génération suivante une partie, au moins, des acquis de cette génération. Donc, il y a à la fois transmission de tradition et toujours évolution, évolution, évolution. Ce qui change énormément la donne. Nous sommes comme des nains sur les épaules de géants. Alors, tout homme, en ce sens, parce qu'il vit en société. Un homme qui ne vit dans aucune société, ça n'existe pas, sauf peut-être les enfants sauvages, comme l'enfant, le petit Victor de l'Aveyron. Mais un homme sans société ne survit pas. Et il ne va pas développer le propre de l'homme. Donc l'homme est un être social. Et parce qu'il vit en société, et dans une société, pas simplement une société animale, une société où il y a une langue, où il y a une conscience,
hein, parce que vous voyez que c'est très important la notion de conscience. Sans conscience, il ne pourrait pas y avoir de culture. Il y aurait simplement transmission de comportements naturels. Mais comme l'homme est un être conscient, il va pouvoir transmettre aussi consciemment des choses. Donc tout homme, parce qu'il vit en société et reçoit une éducation, est cultivé en ce sens. Tout homme possède une culture. Le propre de l'homme, c'est qu'il possède une culture. Alors il va y avoir différents types de cultures selon les sociétés. Toute société possède une culture. Il n'y a pas la même culture en Afrique, en France qu'en Turquie. Voilà, toutes les sociétés n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques culturelles, mais toute société humaine suppose une culture. Bon, ça, on le reverra. Donc, tout homme est cultivé. Il n'y a pas d'homme qui ne soit pas cultivé. C'est la culture qui fait l'homme. Simplement, quelquefois, donc ça, c'est dans le sens où la culture s'oppose à la nature. L'homme n'est pas seulement un être de nature, c'est un être de culture, avant tout. Mais quelquefois, on peut vous dire, oh, cette personne, elle n'est pas cultivée, ou tu n'es absolument pas cultivé. Oh, mais cultive-toi un peu. Alors là, c'est un sens plus restreint du mot culture qu'il faut bien distinguer. Il n'y a pas d'homme qui ne soit pas cultivé, puisque tout homme vit dans une société et reçoit une éducation. Mais quand quelquefois on dit de quelqu'un qui n'a pas de culture, qui n'est pas cultivé, quand on vous recommande d'être cultivé, eh bien c'est un autre sens du mot culture, un sens restreint. Qu'est-ce qu'on appelle la culture dans ce sens restreint? Eh bien c'est l'ensemble justement des savoirs et des savoir-faire et des compétences qui sont culturellement considérés comme ayant de la valeur dans une société. Donc la culture au sens restreint, c'est l'ensemble des savoirs et savoir-faire qui sont considérés dans une société donnée comme ayant de la valeur et comme étant dignes justement d'être transmis. Par exemple, il y a des gens qui vont dire Claude François ou le rap, c'est pas de la culture. Victor Hugo ou Mozart, c'est de la culture. Ceux qui disent ça, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Évidemment, Claude François, c'est culturel, c'est pas naturel. Le rap, c'est culturel, c'est pas naturel. Aussi bien que Mozart, c'est pas naturel, c'est culturel. Donc tout ça, c'est de la culture au sens large. Mais ceux qui disent le rap, c'est pas de la culture, mais Mozart, c'est de la culture, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que un certain type de production humaine de production humaine ou d'activité humaine n'ont pas vraiment de valeur et ne sont pas dignes d'être vraiment transmis à la postérité et donc ne sont pas de la culture. Tandis qu'un certain nombre de, de comportements, un certain nombre de connaissances, un certain nombre de productions humaines, eux, un certain nombre a de la valeur et donc est digne d'être transmis aux générations suivantes. Bon, là, j'avais un petit peu bafouillé, je ne me souviens pas du début de ma phrase. En tout cas, il y a un sens plus restreint du mot culture. Il y a le sens large. La culture, c'est ce qui s'oppose à la nature. La culture, c'est ce qui se transmet par héritage, par éducation, tandis que la nature, c'est ce qui se transmet par hérédité, par les gènes. Ça, c'est le sens large du mot culture sur lequel il faut commencer tout devoir sur la culture. Mais il y a un sens restreint de la culture qui a une connotation de jugement de valeur et considéré comme de la culture l'ensemble des savoirs, des savoir-faire ou des productions qui sont socialement valorisées comme ayant de la valeur et étant dignes d'être transmis. Voilà, je reprends. Tout homme, donc, est un être culturel. Voilà. Et donc, comme il y a plusieurs sociétés, plusieurs ethnies, une ethnie, c'est un groupe culturel, ayant la même culture. Il va y avoir différentes cultures, parce qu'il y a différents groupes sociaux. Donc ça peut être aussi un autre sens de la culture qui a comme civilisation. La culture d'une société, une civilisation, c'est l'ensemble des manières de penser, d'agir et de sentir propres à une collectivité donnée et acquises par l'éducation. Nous sommes tous
autant que nous sommes des êtres culturels, mais nous n'appartenons pas à la même culture. La culture occidentale n'est pas la même que la culture orientale, etc., etc. Il y a différentes civilisations, différents types de cultures parce qu'il y a plusieurs groupes sociaux. Et donc nous sommes élevés, chacun d'entre nous, dans une certaine culture. Nous sommes élevés dans une certaine culture. Et comme nous sommes élevés dans une certaine culture, nous allons, tout au long de notre éducation qui nous permet de devenir ce que nous sommes, nous allons intérioriser ce qui nous est transmis par l'éducation. Nous intériorisons les manières d'être et de penser héritées de notre groupe. Comme nous sommes éduqués, c'est cette éducation qui nous fait être ce que nous sommes, nous intériorisons et nous nous constituons de la culture dans laquelle nous sommes élevés. Et nous intériorisons si bien ces dispositions culturelles, et qui peuvent être variables d'une culture à l'autre, que ces dispositions deviennent chez nous des dispositions permanentes. Bourdieu, qui est un sociologue, va parler d'habitus. Un habitus, c'est une disposition permanente qui est comme une deuxième nature, qui va nous constituer, mais qui est constituée chez nous par l'intériorisation des manières d'être, des mœurs sociales. Si bien que, comme nous intériorisons très bien ce qui nous est inculqué par l'éducation, ces dispositions, ces manières de faire, ces manières d'être, ces manières de penser qui sont culturelles, elles nous paraissent naturelles. Et elles nous paraissent tellement naturelles qu'on peut avoir l'impression que, bah oui, un être humain, c'est un être qui se comporte comme je le fais. Et ceux qui ne se comportent pas comme moi, eh ben, ils sont pas humains, ou alors ils sont moins humains que moi, ou alors ils sont moins développés que moi, ou alors ce sont des sauvages. Voilà. Le risque de cela, donc comme nous intériorisons tellement les mœurs de notre culture, que ces mœurs nous paraissent naturelles, eh bien le risque qu'on a, c'est le risque de rejeter comme non humain, comme inférieur, ce qui relève d'une autre culture. Lorsqu'on a découvert le Nouveau Monde, lorsque les Européens ont découvert le Nouveau Monde, eh bien ils ont découvert des hommes qui ne se comportaient pas du tout comme les Européens. Ils vivaient presque tout nus, certains mangeaient d'autres hommes. Voilà, ils avaient des mœurs sexuelles qui n'étaient pas conformes à ce qui se faisait en Europe, etc. Et donc les Européens ont été jusqu'à remettre en question l'humanité de ces personnes qui ressemblaient à des hommes. Mais est-ce que ce sont vraiment des hommes, puisqu'ils ne font pas comme nous? Ce sont des sauvages. Est-ce qu'ils ont vraiment une âme? Vraiment, la question a été vraiment posée, à voir la conférence de Valladolid. Donc, petite référence, allez voir sur Internet la conférence de Valladolid. Ces sauvages, ce sont des sauvages. Est-ce que ce sont vraiment des hommes, puisqu'ils ne se comportent pas comme des hommes? Mais quand les Européens disaient ces gens ne se comportent pas comme des hommes, ce qu'ils voulaient dire simplement, c'est qu'ils ne se comportent pas selon les normes de notre culture qui nous paraissent tellement évidentes. Donc voilà le risque euh, qu'il y a, c'est le rythme de l'ethnocentrisme. C'est quoi l'ethnocentrisme? C'est le comportement, l'attitude qui consiste à porter des jugements de valeur sur des pratiques culturelles différentes des nôtres, en fonction de notre propre système de valeurs, considéré comme le meilleur. Ethnocentrisme. Centrisme, c'est je prends comme centre, je prends comme critère de référence et de jugement, ethno, ma propre ethnie, mon propre groupe culturel. Je considère que les valeurs de mon groupe sont des valeurs qui me permettent de juger les autres groupes. Et donc évidemment, quand je vais juger les autres pratiques culturelles, je vais avoir tendance à les juger comme inférieures, comme condamnables, comme non humaines même.
le barbare, hein, il y a un texte de Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, qui nous dit en fin de compte, les Grecs appelaient barbares les autres cultures, les autres peuples qui ne parlaient pas comme eux. Barbare, ça viendrait de ceux qui ont une langue d'animaux, barbare. Et il y a cette tendance justement à rejeter comme non humain ce qui n'est pas conforme à ma propre culture, alors que c'est simplement une autre culture. De quel droit puis-je porter des jugements de valeur sur d'autres cultures, alors que ces jugements de valeur, je les fais à partir des valeurs propres à ma culture. Voilà. Alors il y a un gros problème, ce qui est un problème moral. Oh, j'arrive pas à je vais essayer de vous le montrer. Problème moral. On avait vu justement, voir le cours sur la morale. Est-ce qu'il y a une morale universelle à laquelle tous les hommes pourraient accéder? S'il y a une morale universelle, je pourrais porter, à partir de valeurs universelles, des jugements de valeur sur les pratiques de telle ou telle culture, de telle ou telle ethnie. Existe-t-il une raison universelle qui nous donnerait accès à des valeurs universelles au nom desquelles les pratiques culturelles pourraient être jugées? Ou bien faut-il penser qu'une telle universalité n'existe pas, que ce que nous appelons les valeurs de la raison, comme la liberté, la vérité objective, la science, l'égalité en droit des hommes, ne sont que des valeurs propres à la culture occidentale? Dans un tel cas, on est réduit au relativisme et tout se vaut. Donc un gros problème. Évidemment, le risque de l'ethnocentrisme, qui consiste à juger les autres ethnies à partir des valeurs propres à la nôtre. Et donc de considérer comme inférieurs, au pire comme non humains, ou de manière beaucoup plus, comment on peut dire, mesquine, beaucoup plus ambivalente, dire oui, ces sociétés, bon, ce sont des humains, mais ils sont moins évolués que nous. Mais dire qu'une société est moins évoluée que nous, c'est que je suppose que le critère de l'évolution, ce sont les valeurs de ma société. Bien, donc voilà. Je reprends. Donc, si vous avez un sujet sur la culture, distinguez la culture de la nature. La culture, c'est ce qui se transmet par l'éducation. La culture, c'est ce qui se transmet par l'hérédité, avec cette idée que le propre de l'homme, paradoxalement, c'est d'être un être de culture et pas seulement de nature, hein. C'est par la culture qu'il y a une nature humaine. La culture, donc, dénature l'homme, mais d'une certaine manière, ce qui définit la nature humaine ne se constitue que grâce à la culture. Avec cette idée que la culture, c'est le fait que chaque génération transmet des traditions et transmet aussi les acquis aux générations suivantes, qui fait que nous sommes comme des nains sur les épaules de géants. Donc, premier sens de la culture, ce qui se distingue de la nature. Tout homme est culturel. Mais comme il y a différents groupes sociaux, il va y avoir différentes cultures. Donc, qu'on peut appeler différentes civilisations. Et la culture d'une société, c'est l'ensemble des manières de penser, d'agir et de sentir propres à une collectivité donnée. Mais il y a un sens plus restreint de la culture. On appelle culture, dans le sens restreint, l'ensemble des savoirs et savoir-faire qui sont socialement valorisés comme étant dignes d'être transmis. Vous retenez que justement, comme nous sommes des êtres sociaux et nous recevons tous une éducation, eh bien nous intériorisons les manières d'être et de penser de notre groupe social. Et ces dispositions, nous les intériorisons si bien que nous pouvons les prendre pour naturelles, alors qu'elles ne le sont pas. Et le gros risque, c'est ensuite de rejeter comme non humain ou alors comme inférieur ce qui n'est pas conforme aux valeurs de notre culture. C'est le rythme de l'ethnocentrisme. Avec ce gros problème moral, est-ce qu'on peut condamner certaines pratiques culturelles au nom d'une raison universelle? Maintenant, je reprends
un problème important. Vous vous souvenez de Descartes? Vous vous souvenez de Descartes? Penser par soi-même, c'est à un moment remettre en question tout ce qu'on a hérité par l'éducation. Descartes remet en question tout ce que son éducation lui a inculqué, et il la remet en question grâce à notre raison. Il ne peut le faire, penser par soi-même, il ne peut le faire que parce qu'il a une raison et qu'il est capable de l'utiliser. S'il est capable d'utiliser cette raison, c'est qu'il a reçu une éducation. Sinon, il n'en serait pas capable. Simplement, il nous dit, penser par soi-même à un moment, c'est être capable d'utiliser cette raison qui a émergé grâce à la culture. Mais être capable d'utiliser cette raison qui a émergé, qui a été rendue possible à l'intérieur d'une certaine culture particulière, utiliser cette raison pour remettre en question son éducation, remettre en question sa culture particulière, pour essayer d'atteindre quelque chose qui est universel. Nous sommes tous éduqués dans une culture particulière. Et on aurait pu être éduqué dans une autre culture. Toutes les cultures sont particulières. Simplement, il y aurait cette idée que penser par soi-même, ce n'est possible que parce qu'on a reçu une éducation particulière. Mais penser par soi-même, ce serait à un moment donné utiliser quelque chose en nous qui est capable d'universel, notre raison, pour essayer de dépasser ce qui est seulement culturellement déterminé et pour essayer de toucher quelque chose d'universel. Grande question, est-ce possible? Bien, je vous laisse là. Bon, cette carte, j'ai l'impression d'avoir bafouillé beaucoup. Écrivez-moi s'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Allez, bonne journée.